Salut tout le monde, c'est Sneakit. On va faire aujourd'hui la moitié des achats du mois de juin. Il y a déjà 2-3 trucs bien sympas, dont une offre qui me semble important de vous partager. On va commencer comme d'habitude par l'occasion. Très peu d'occasions en ce mois de juin. Je commence à avoir du mal à trouver des belles pièces. Mais j'ai quand même rentré Nonomba de Shigeru Mizuki en gros format cartonné avec les petits signets qui vont bien de chez Cornelius. Pourquoi est-ce que je suis content? Parce que cette édition-là n'existe plus en fait. Elle a été... Cornelius supprime petit à petit les éditions Pierre, donc les éditions beau gros format comme ça. Et j'avais déjà la vie de Mizuki par exemple dans ce format-là et je voulais récupérer ce format. J'ai réussi à en trouver un d'occasion, pas trop cher. Peut-être que le gars ne savait pas que ça avait été supprimé. En tout cas, très content de l'avoir rentré. Ce qui me permet d'enchaîner sur l'offre intéressante. Je l'ai même laissé encore sous blister pour vous montrer. Donc c'est toujours de Shigeru Mizuki, toujours chez Cornelius. C'est la trilogie du Kappa, avec dans l'ordre Mon copain le Kappa, Kappa et compagnie, Moi la mort et Kappa. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Vous voyez, c'est des beaux bébés aussi. Si je prends un manga classique, bête et méchant, vous voyez la différence. Eh bien, actuellement, ces 3 mangas, donc ce lot, c'est non négociable, est disponible aux éditions Cornelius, mais dans votre librairie où je l'ai commandé, mais j'ai regardé, c'est aussi disponible à la FNAC, pour la modique somme de, vous le verrez ici, 35 €. C'est énorme. Alors oui, 35 €, c'est vrai que c'est un budget, mais il faut savoir que c'est tome à la pièce, même si ça, c'est pas du beau cartonnage, il n'y a pas de belles jaquettes en dur, comme sur ceux que j'ai présenté juste avant. Mais si vous vouliez les acheter séparément, ça vous coûtait à peu près un tout petit peu plus de 70 €. Donc on est sur du moins 50%. Donc c'est l'occasion. Si vous voulez vous faire un plaisir avec des beaux volumes, des beaux gros volumes, si vous voulez découvrir un auteur, pourquoi pas, parce que Shigeru Mizuki, c'est pas quelqu'un qui est très connu chez nous malheureusement, mais qui est une légende au Japon. Enfin, qui était une légende, parce qu'il est normalement décédé si ma mémoire est bonne. Si vous voulez même sortir de votre zone de confort, pourquoi pas essayer aussi ce manga, puisque c'est un manga ancien. Il est sorti dans les années 60. Normalement, le premier volume, en tout cas celui-ci, c'est 1961. Autant dire que ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et c'est dans la limite des stocks disponibles. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a comme stock actuellement. Si j'avais bien suivi, l'offre est assez récente. Moi, j'ai sauté dessus assez vite. Même si c'est une bonne maison d'édition Cornelius, mais il manque de communication, ou alors je ne suis pas assez réceptif à leur système de communication, ce qui est fort possible aussi. Mais voilà. Donc, je vous encourage, si vous êtes fan de manga, curieux, passionné comme moi, allez faire un petit tour. Non seulement vous allez vous mettre bien en termes de manga, mais vous soutiendrez encore une fois un petit éditeur. C'est du 100% bonus. Voilà. Et puis, en mise à jour, j'ai simplement rattrapé mon retard, puisque mon libraire a enfin reçu les tomes 7 et 8 de Artiste, un chef d'exception. Donc, manga toujours sympathique, sur la gastronomie française, avec des personnages un peu atypiques. Même si j'avoue que ces 2 tomes-là étaient plus sur le côté social et relationnel avec, encore une fois, les voisins, que vraiment axé grande cuisine. Mais moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce tome. Voilà, c'est déjà tout à ce niveau-là. On va enchaîner sur les nouveautés. C'est là où il y a le plus gros du sujet. Même si on est tous au courant, vu que c'est la Japan Expo début juillet, les grosses dingueries, évidemment, sont réservées pour les sorties de juillet. C'est normal. Alors, avec chez Crunchyroll, Kaiju numéro 8, Side B, donc le dernier tome, c'est des petits spin-offs en 2 tomes, c'est sympathique. Alors, c'est pas par le même dessinateur, ça se voit. Voilà, et c'est sur les personnages, donc, additionnels de Kaiju. Soit dit en passant, Kaiju numéro 8 est un manga que j'aime beaucoup, que je sais que vous êtes beaucoup à aimer, mais qui va être bientôt fini.
C'est assez bizarre. C'était fait pour durer, et ça laissait présager un peu de suspense, mais là, dites-vous qu'actuellement, dans 2-3 tomes grand maximum, le manga sera terminé. Et oui, je sais, ça m'a choqué aussi. Chez Delcourt Tonkam, le titre le plus long du monde, The Adventure of Dai, The Hero Avan and the Dark Lord of Hellfire. Donc le spin-off de Dragon Quest, la quête de Dai, Fly pour les plus vieux d'entre nous. Excellent spin-off, franchement. Et des spin-offs, Dieu sait que j'en ai lu et Dieu sait qu'il y en a des mauvais. Celui-là est vraiment très bon. On va, maintenant que la confrérie du héros est complète, on affronte, enfin, on a droit à match retour avec le Seigneur du Mal, très très sympathique. Chez Soleil Manga, dans la collection Gourmet, collection que j'aime beaucoup, Songe d'une nuit ambrée, un manga qui parle de bière. C'est paradoxal parce que moi la bière c'est pas mon fort, mais ça n'empêche que je me fais quand même plaisir. Et donc ici, l'entièreté du manga, c'est un tome sur un événement à la brasserie qui tourne autour de bière artisanale. Évidemment, pour une fois, on est autour de bière 100% japonaise. Ah, c'est dommage, moi. Fierté belge, hein, quand on parle d'une petite bière belge, ça me fait toujours quelque chose. Alors, chez Komiku, Pétale de réincarnation, numéro 21. Aussi un manga que j'aime pas mal, je vous en ai déjà assez souvent parlé. Donc c'est de la baston entre des grands hommes à coups de super pouvoir évidemment. Et là on est toujours sur de la grosse baston un peu barrée. D'un côté avec les gens relativement normaux contre les rois. Et puis le personnage donc ici qui est en couverture de Nikola Tesla qui vient foutre le dawa aussi. Très stylé en plus. J'adore les chara-design, j'adore comment, en se basant sur des faits historiques, on en génère des super pouvoirs et des trucs assez dingues. Je suis quand même assez client de ça. Chez Glénat, on a le deuxième et dernier tome de Boichi SF Short Stories. Et donc je peux enfin vous l'affirmer avec sans hésitation. Vous n'avez plus besoin de dépenser des fortunes colossales dans le manga Hôtel en rupture de stock et qui vaut maintenant des fortunes. Toutes les nouvelles sont reprises ici. Et vous en avez même en plus. Ça, c'est pas juste Hôtel qui est sorti en 2 volumes. C'est plutôt cool. C'est des petites histoires. Faut être dans le genre. Faut aimer le Boichi. Encore une fois, il est très soft là-dedans. Parce que c'est des petites histoires. Il n'a pas le temps de s'ennuyer et de tomber dans ses travers. J'ai préféré le volume 1, mais la dernière histoire de celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pourtant, la SF n'est pas mon genre de prédilection. Chez Doki Doki, un petit isekai, In the Land of Liddell. C'est un petit isekai mignon. Il ne se passe pas beaucoup de choses, c'est peut-être le souci. Limite, on s'ennuie un peu. On aimerait bien qu'il y ait un peu... un truc important à faire, un objectif. Non, là, elle vit sa plus belle vie. Bah bon. Si vous aimez le mignon et le chill, ça se lit très bien. Hop là, chez Manabooks, le tome 12 des carnets de l'apothicaire, donc la deuxième version des carnets. On est vraiment plus très loin de la version Kyun, puisque ce tome se termine avec, si vous êtes à jour, l'invitation à la partie de chasse. Donc on va bientôt avoir quelques révélations. Et il me semble que dans 2-3 tomes maximum, on aura rattrapé Kyun. Maintenant, moi je garde toujours les 2 éditions. J'aime bien l'histoire dans celle-ci parce qu'elle avance plus vite, mais j'aime mieux le dessin de l'autre. Puis ça me fait très rire en tant que collectionneur débile d'avoir 2 versions différentes d'un même manga. Et ensuite le tome 3 de Hope You're Happy Lemon. J'aime beaucoup les couvertures, c'est ça qui m'avait fait penser à aller dedans. C'est une joyeuse comédie romantique sur base d'échanges de corps. C'est classique, ça casse pas 3 pattes. Voilà, ça se lit bien. Là, on avait le trio qui était au courant du changement de corps et le petit
twist final, c'est qu'une personne va aussi s'en apercevoir, mais une personne étrangère aux relations des personnes. Alors, chez Nobinobi, donc le tome 12 de By the Grace of the Gods, pareil, c'est aussi un isekai chill et tranquille, décidément. Croire que j'aime ce genre-là. Que pareil, lui, il fait son petit commerce, il fait son petite histoire, il s'amuse bien en mode jeune garçon. Hop, c'est tout mignon. Vous avez l'animé pour vous faire une idée si ça vous intéresse. Mais pareil, alors il y a un petit peu plus d'enjeux, parce que lui n'est pas fondamentalement overcheaté. Mais voilà, il n'a pas... son objectif, c'est d'ouvrir des boutiques. C'est pas non plus... il veut pas sauver le monde. Et puis, toujours dans mon top des mangas, mais qui ont un très très haut niveau, et je me régale absolument, c'est le tome 9 de Médailliste, notre manga sur le patinage artistique, que je ne peux que vous conseiller, c'est une dinguerie. Dites-vous que au Japon, ce manga est dans le top 10 des mangas qui se vendent le mieux. C'est au-dessus d'un Sakamoto Days, pour vous faire une idée. C'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. Si jamais ils ont fait un animé, donc qui est pour l'instant terminé en 13 épisodes, par curiosité j'étais les regarder et j'ai passé un week-end dessus à les visionner tous d'affilée. C'est vraiment excellent. Regardez-moi, le dessin est franchement bon aussi. Hop. Ah, ça c'est beau. Dites-moi que ça vous fait pas envie, ça, franchement. Hein. Osez me dire ça. Et voilà, c'est un manga sur le patinage artistique. Et là, on termine un arc. Donc, si ça vraiment ça vous intéresse, le premier arc, c'est l'animé. L'animé reprend exactement le premier arc, donc juste avant la première ellipse, on va dire. Et là, on termine sur un passage assez important. Ce qui m'amène à me dire qu'on aura peut-être encore une fois une ellipse. Mais ça, c'est un de mes mangas Day One. Je l'achète comme réfréné pour attendre de le lire chez moi au calme. On passe chez Pika avec le tome 19 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. C'est une grosse baston finale. Et comme d'habitude, Mashima fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire que il rebat les cartes, il ramène plein de personnages d'on ne sait où, et on est parti pour de la grosse baston. Voilà. Et a priori, c'est ce qu'on va avoir jusqu'à la fin du manga. Parce que là, il va avoir du mal à rajouter encore une couche. On enchaîne avec le tome 17 de Fortnite of the Apocalypse, donc la suite de Seven Deadly Sins. Tome qui se base sur le personnage de Natien et qui se passe au royaume des fées. Donc on retrouve évidemment King et Diane et leur petit enfant. Peut-être enfin une petite transition, parce que là ça commence, enfin, on nous a fait teaser quelque chose, et on va peut-être enfin avoir la réponse dans le prochain volume. Hop là. Alors, chez le Lézard Noir, le 6e et dernier tome de la saison 2 de Tokyo Tarareba Girl. Bon, moi je suis très fan de l'autrice, mais c'est pas sa meilleure œuvre. Dans le genre spin-off, celui-là est pas dingue. On va être honnête. Autant Tokyo Tarareba Girl, ça marche plutôt pas mal, j'avais encore bien aimé. Autant là, c'est un peu plus compliqué, on s'ennuie un petit peu. Honnêtement, j'aurais préféré qu'on reprenne l'histoire des 3 filles originelles, puisque là, évidemment, on rajoute donc cette fille-ci, qui est aussi dans l'idée de chercher l'amour. Après, c'est sympathique, ça se laisse lire. Et puis, je veux le full set, donc de toute façon. Mais ça fait plaisir que ça ne va pas trop loin. Ensuite, petite pépite parce que pas connu du tout. Le tome 3 de La Boîte Lumineuse. Donc pour vous dire un peu l'idée, si on a un tome tous les 2 ans, on est content, c'est vous dire. Mais l'idée derrière ce manga était vraiment très bonne, puisque en fait, on suit les aventures, si on peut dire, du personnel d'un combini, donc une petite supérette japonaise, mais qui se situe dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on est entre le monde des vivants et le monde des morts, et tout en suivant une trame principale, on va suivre comme ça des petites histoires de personnes
qui vont arriver à la supérette pour une raison X ou Y, souvent jamais très joyeuse, comme un accident de la route ou des choses comme ça, et qui vont, de par leur interaction avec le personnel et tout ça, devoir faire un choix entre retourner du côté des vivants ou continuer le chemin et passer vers l'au-delà. Il y a un petit côté métaphysique là-dedans qui n'est pas pour me déplaire. C'est franchement pas mal. Je sais pas jusqu'où ça va aller, je vous dis le problème. Le premier tome peut limite se manger comme un one-shot. C'est vraiment des petites histoires. À partir du... C'était peut-être même l'idée principale, plus on a proposé à la mangaka de continuer. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une trame principale, avec des enjeux qui commencent à apparaître. On en apprend un peu plus sur les origines, évidemment, du monde des morts, des habitants, des oncles, tout ça. C'est franchement chouette. Mais il ne faut pas être pressé, il ne faut pas vous dire, voilà, moi je veux la suite maintenant tout de suite. Ça se déguste quand ça tombe. Hop là. Allez, ça va faire une transition rigolote en passant chez Akata pour L'amour est au menu. Donc c'est un petit yuri basé sur le principe de nourriture. C'est plutôt pas mal. On avait déjà eu le rendez-vous gourmand de Gengoro, je ne sais plus comment, qui est aussi basé là-dessus, relation autour d'un bon repas. Hop là, c'est très chill, c'est plutôt chouette, j'aime bien, c'est tout doux. C'est tout doux, et vous voyez, comme ça prône aussi la tolérance avec ces petits encarts-là explicatifs qui disent attention, on contextualise, hein, pour éviter que les gens s'offusquent pour rien, mais on va parler de personnes ayant des idées ou des goûts différents, ou attention, vous allez être choqués, parce que là, les gens vont mal réagir par rapport à des sentiments, à des sensations. Donc, ça prône pas mal la tolérance, c'est très agréable. On a aussi le bon goût, je trouve, de ne pas tomber dans le cliché du manga yuri avec, pardonnez-moi l'expression, mais juste deux bonasses qui sont ensemble. Là, on est, voilà, moi je trouve qu'on a osé le côté de la femme un peu masculine, justement, grosse mangeuse, bonne vivante. Donc, je trouve ça très agréable à lire. Alors, on va retomber dans du Akiko Higashimura, donc Tokyo Taraiba Girl, avec son dernier manga en date sorti chez nous, La couche est pleine, qui raconte ses histoires de femmes mangaka et mères solitaires, avec l'éducation de son gamin, qui est différente de chez nous, parce qu'éducation aussi à la japonaise. C'est très sympa, c'est plein d'humour, ça se laisse bien lire, même si je suis clairement pas le public cible. C'est un manga que je fais lire à ma mère, et elle adore ça. Ça marche plutôt bien. Je dois lui rappeler ma jeunesse. J'espère que j'étais pas comme ça quand même. Et on termine chez Akata avec le tome 3 de Le Bourge et la Cagole. Très bonne petite romance qui sera pas trop longue. Et l'histoire se poursuit plutôt pas mal, hein, puisque la cohabitation a commencé entre la Cagole et la belle famille de gros Richard qui essaye de tout faire pour s'en débarrasser. C'est toujours excessivement drôle, les situations sont bien amenées, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup cette série. Alors, on va passer chez Mangetsu. Le tome 8 de Blue Flowers et de Ceramic Forest. Je pense que c'est la première fois que je chope un tome Day One, parce que j'avais rattrapé mon retard sur cette série. Hop là. Et c'est un tome qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas, donc sans spoiler évidemment, d'aller avoir droit à un retournement de situation assez dingue et que j'ai vraiment pas vu venir. Donc je me demande comment ça va aller, comment ça va évoluer. En attendant, j'ai passé un très bon moment de lecture. Le tome 4 de Ace of Diamond, donc toujours du bon gros pavé qui fait plaisir. On rentre dans le dur avec du petit match. Maintenant, c'est du baseball, c'est du manga très long. Vous allez en avoir pour un petit moment, donc vous savez où vous allez. Heureusement, Mangetsu a augmenté le rythme de sortie. D'ailleurs, le prochain tome sera pour septembre, si je ne dis pas de
bêtise. Si vous aimez les mangas de sport et si vous aimez le baseball, je ne peux que vous encourager à foncer là-dessus. Il est vraiment très bien. Et c'est parmi les mangas de baseball, on va dire que c'est un des meilleurs qui est trouvable. Évidemment, si vous voulez la quintessence du baseball, là je ne peux que vous diriger vers Touch ou Rookies qui sont largement au-dessus. Mais celui-là en attendant fera bien le café, sachant qu'il y aura 3 saisons et potentiellement 70 volumes quand même, vous êtes prévenus. Et on va terminer chez Mangetsu avec The Ice Guy and the Cool Girl, le tome 10, oui c'est ça, le tome 10. J'ai profité de la saison chaude, parce que moi c'est insupportable la chaleur, rien que là je suis en train de mourir. Mais j'en profite pour ne pas bouger et attaquer mes pales. Et donc je me suis mis à jour sur Ice Guy and the Cool Girl. Voilà, en plus ça parle d'un homme des neiges, donc c'est génial. Pour pas se penser à autre chose que le show, c'est très bien. C'est de la comédie romantique, romance, avec dans un monde où il y a des personnages, là, ça se voit très bien, qui sont des descendants de créatures fantastiques. Donc le héros principal est le descendant de la Femme des Neiges, donc il produit de la neige selon ses états, quand il est déprimé, quand il est joyeux. Mais il y a aussi donc une de ses collègues qui est une descendante de la Femme Renard. Il a de ses potes, c'est le descendant d'un phénix. Donc lui, pareil, quand il est tout joyeux, il y a des petits feux d'artifice qui apparaissent. C'est mignon, c'est sympa. Maintenant, ça manque d'un côté adulte, puisqu'on est sur une romance, des gens majeurs. Ils sont employés de bureau, ils travaillent ensemble, ils sont collègues. Pour le dire platement, un petit tour par un Love Hotel, par exemple, aurait été peut-être plus logique, plus roleplay. C'est ce qui manque. Moi, j'aime bien les romances plus matures. Après tout, le sexe, ça fait partie de la vie. Donc, c'est normal qu'on en parle un peu dans ce genre de récit. Et puis, il y a le tarot, évidemment, parce que c'est quand même assez fin, hein, c'est tout petit, même si c'est sur un grand format. Si on reprend encore, hop, voilà, c'est plus grand, mais en termes d'épaisseur, voilà, et c'est 10 balles le taux. Donc c'est pour ça, c'est peut-être pas ce que je conseillerais en priorité, il y a des romances bien mieux que celle-là, et moins chères, mais si vous aimez, si vous êtes assez fan de ce genre-là, je sais que Céline de Sélection Manga aime beaucoup, coucou si tu me vois, mais ça reste sympathique. Alors, on va enchaîner avec du Kana, le tome 9 d'Asadora, que je n'ai pas lu, parce que je n'ai toujours pas commencé Asadora. Je travaille par effet de priorité, donc ça c'est pas ma priorité. J'aime, quitte à finir des séries de ma palle, j'aime autant finir des séries où je suis, qui sont terminées, tant qu'à faire. Maintenant, ça reste du Urasawa. Et donc, je pense qu'on peut dire que j'y vais sans hésitation, parce que je sais que je ne serai pas déçu. De toute façon, en fait, il n'y a que du Urasawa chez Kana, c'est facile. Le tome 3 de Pineapple Army. Voilà, donc un énorme pavé. Donc c'est une des premières œuvres d'Urasawa. Que je n'ai pas lu non plus, parce que je m'étais dit qu'on allait attendre d'avoir les 3 tomes. Donc on verra bien ce que ça va donner. A priori, c'est plein de petites histoires, sorte de plutôt un recueil, de ce que j'en ai entendu. Mais c'est un beau bébé et une belle pièce, donc c'est chouette. Et on a donc le one-shot Jigoro, donc toujours d'Urasawa. Donc si vous reconnaissez, Jigoro, c'est le grand-père de Yawara, une petite série très sympathique sur le judo en 20 volumes, en beau format, pareil, exactement le même format, ça ira parfaitement à côté, si tant est qu'il y ait la place. Par contre, on se fait un peu couillonner, et je vous le dis tout de suite, parce que c'est sûr, là, les premières histoires, ça parle en effet de Jigoro, et de son côté mythomane, où il va enjoliver des histoires et les arranger à sa sauce. Mais ça, c'est la moitié du tome. Les autres moitiés, enfin les 2 autres moitiés, c'est 2 doubles chapitres, 2 petites histoires indépendantes. Alors, attention, c'est sympathique, ça se laisse lire, c'est plutôt amusant comme petites histoires, mais voilà, c'est pas 100% sur ce personnage, et c'est pas 100% sur Yawara. Ils sont peut-être dit qu'en le mettant comme ça, ce serait un peu plus vendeur. Après tout, la couverture, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le style qu'on a donné en tout cas. Hop là.
Chez Kiyun, on est sur le tome 2 de Switch Family. Donc la dernière commande exclusive à Kiyun, qui sera terminée en 4 tomes, avec cet adolescent qui partage son corps avec sa maman décédée. Oui, je sais, dit comme ça, c'est peut-être pas forcément joyeux, pourtant c'est plutôt axé humour, hein, ne vous y trompez pas. C'est sympathique, voilà, on va être honnête, ça ne révolutionne rien. Si vous aimez bien les petites histoires sympas, un petit peu touchantes, avec pas mal d'humour, ça peut vous plaire. C'est en 4 volumes, vous n'avez pas beaucoup de risques. Sauf que le rythme était plutôt pas mauvais non plus en termes de sortie. Hop là. Alors, le tome 11 de Akane Banashi. Pareil, dans mes lectures que j'aime beaucoup, parce que c'est un manga qui sort de ce qu'on a envie de connaître. Hein. Bon, si vous étiez dans une grotte et que vous n'avez jamais entendu parler, ça parle de Rakugo, donc un art oratoire traditionnel japonais. J'ai d'ailleurs très hâte de voir ce que ça va donner en animé. Et donc, c'est tous les codes d'un manga de sport, tous les codes d'un manga de shonen, mais à travers, les petits dessins comme ça, j'adore ça. Très friand de petits côtés de chibi. Hop. Et donc, ça casse vraiment ce qu'on a l'habitude, puisque c'est complètement toutes les vibes de manga de sport, tout le côté un peu garçon, alors que c'est complètement une fille qui est le personnage principal. Ça marche très bien, ça permet de découvrir un genre qu'on ne connaît pas. Et ici, bah pareil, elle va essayer de passer au rang supérieur, et pour ça, il faut franchir des étapes, et l'étape en question, bah, c'est d'arriver à convaincre un maître de se porter garant pour elle. Hop là. Alors, toujours chez Kiyun, hein, le tome 3 de Sanda. Plus ça passe, plus je m'attache à ce manga. Ça passe bien, franchement. Alors, 17 volumes, hein, pareil, ça a peut-être été un peu long sur la fin, mais pour l'instant, ça marche bien. Alors, on est loin d'avoir répondu à toutes les questions que le tome 1 met en place, mais c'est plutôt cool. On s'est habitué au trait un peu particulier de l'autrice, qui pour moi marche toujours mieux avec le côté anthropomorphe qu'avec le côté humain, hein, ça c'est sûr. Et puis toujours cet excellent personnage du directeur, qui m'avait beaucoup plu dans le tome 1, qui a commencé à être développé, et là, on développe vraiment le personnage dans le tome 3, et on le pose, en tout cas pour l'instant, en tant qu'antagoniste principal. C'est très chouette. Franchement, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, en fait. Ah, et ben voilà, évidemment, on y arrive. Le tome 42 et dernier tome de My Hero Academia. Bon, ce serait quand même dommage de vous spoiler un petit bout, donc celui-là, vous m'excuserez, vous ne verrez rien, ça évitera les problèmes. Ça me fait quelque chose, quand même. Ça me fait quelque chose, que c'est un manga que j'ai vu le début. J'étais là, moi, monsieur, quand les premiers tomes sont sortis, en me disant, tiens, manga de super-héros, ça peut être sympathique. Donc, c'est une page importante, pour moi, du manga qui vient de se tourner ici. Mais je reste convaincu que, tel le Naruto chez Kana, My Hero Academia se vendra encore très longtemps, réussira à recruter toujours des joueurs et restera pendant fort longtemps un des moteurs importants pour Kiyun. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Maintenant, en parlant de la fin, donc je m'étais gardé les 2 derniers tomes, et en fait, le tome 41, c'est le combat final. Le tome 42, c'est vraiment ce qui se passe après. Et ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement, puisqu'on a pris le temps de faire une fin de qualité. Je sais bien qu'il y a eu des débats au Japon et tout ça. Ici, on a des chapitres en plus qui n'ont pas été publiés à l'époque de la sortie, pour prendre vraiment le temps de justifier la fin et de justifier le futur. Je pense, honnêtement, hein, j'aurais pas vu de fin meilleure que ça. Surtout le dernier chapitre qui amène quelque chose que personnellement j'attendais beaucoup. Voilà. Je vous laisse le plaisir, évidemment, de la découverte. On va peut-être faire une deuxième pile, ça va se casser la gueule, sinon. Et on terminera chez Kiyun avec le tome 2 de Phantom Buster. Alors, ils ont mis beaucoup de com sur celui-là, puisqu'il y a même une petite carte exclusive, si vous aimez bien les goodies. Vous savez, il y a le livret de cartes de chez Kiyun, là il y a une carte à chaque fois dedans. Pourquoi pas?
Mais c'est pareil. Je ne sais pas s'ils veulent en faire le gros shonen qui monte. Donc shonen autour de la chasse aux fantômes avec 4 personnages qui vont s'associer. Un qui entend les esprits, un qui voit les esprits, un qui mange les esprits pour les exorciser, et le dernier qui lui n'a aucun pouvoir mais qui est un peu la tête pensante du groupe. Alors oui, c'est complètement un appel du pied à Ghostbusters, qui est peut-être une des meilleures trilogies du cinéma. C'est plus une trilogie de nos jours, mais dire dans les films des années 80, ça, Indiana Jones et Retour vers le futur, c'est comme la trilogie Goldie. Ça passe bien, mais c'est pas non plus les mangas, encore une fois, qui vont balayer tout sur leur passage, quoi. Là, on est très très loin de My Hero Academia. Et en termes de hype, de découverte et de nouveauté, je préfère largement ces deux-ci qu'un Phantom Buster. Maintenant, je suis sûr qu'il trouvera aussi son petit public. Hop là! Et on va terminer par Kurokawa, le petit dernier de la liste. Donc 008 Apprenti Espion, donc manga humour ecchi sur l'espionnage, mais un tome, on va dire, de transition, puisqu'il est consacré à un personnage un peu secondaire, un peu lambda, qui est la fille en couverture. Alors honnêtement, on sort d'un truc un peu important, et ce tome-là fait complètement remonter la pression. Est-ce que c'était voulu? Je ne sais pas. Est-ce que c'était utile? Je pense pas non plus. Mais bon, pourquoi pas? Ça se laisse lire. Ah, l'excellent Ansel Sakamichi. Voilà, ça c'est un manga qui est bien. Donc toujours chez Kiun, toujours chez Kurokawa. Donc sans jaquette, pour faire un manga un peu plus cheapos, même s'il n'est pas beaucoup moins cher que les autres. Mais c'est un manga excellent. On ne le dira jamais assez, mais dans les mangas de sport, celui-ci est vraiment très bon. D'autant que le cyclisme, c'est le seul manga que je connais qui parle de ça. On vient de terminer la session de l'entraînement. Et de ce que j'en sais, en tout cas pour avoir vu l'animé, je pense que on va aller jusqu'au tome 27 sur l'Interheight, donc l'interlycée. Et pour moi, tout le reste de la saison 1, donc la seule saison qui est actuellement garantie par Kiun, pour moi, ce sera l'entièreté de l'interlycée. Et croyez-moi, il va y avoir du lourd et du très très lourd. Maintenant, j'espère vraiment que le manga va se vendre et que ça poussera Kurokawa à aller plus loin. Même si, de toute façon, on le sait bien, plus de 90 tomes, ça va être compliqué. Bon, je dis ça, mais... transition toute trouvée pour le tome de Hippo, saison 6. Donc là, c'est le tome 30. Mais en vrai, c'est le tome 139. Voilà. Ah bon, One Piece peut aller se rhabiller. Bon, je dis ça, mais j'adore One Piece, attention. Me tapez pas, me tapez pas. Une petite page qui spoil pas grand-chose pour voir un peu le style, si jamais ça vous intéresse. C'est un excellent manga de boxe, donc réparti aussi en plusieurs saisons. On ne peut que vous encourager à le découvrir, puisque vous pouvez... la saison 1, en quelque sorte, se suffit à elle-même, c'est déjà très bien. C'est 30 tomes, ça se trouve facilement. Si vous êtes hardcore, vous allez plus loin, c'est vraiment excellent. Mais pour ma part, je n'ai pas encore commencé la saison 6. Je m'étais dit naïvement, vu que les saisons étaient un peu plus courtes sur la fin, que j'attendrais d'avoir la saison complète pour me régaler, comme j'ai pu le faire avec les saisons précédentes, vu que moi j'ai pris le manga excessivement tard. Mais en fait, cette saison 6, elle a l'air de vouloir continuer plutôt pas mal. Peut-être que ce sera la dernière saison, que le manga s'arrêtera là-dessus. Je ne sais pas. Il y avait aussi des rumeurs qui parlaient que George Morikawa avait déjà sa fin en tête, qu'il savait où il allait. Écoutez, on verra bien. Donc, le tome 27 des Héros de la Galaxie, pas lu non plus, très très en retard sur celle-ci. Donc, manga, space opéra, bataille spatiale, science-fiction. Très bon dessin aussi. Hop, le tome 2 de Noble Paysan, d'Hiro Murakawa, l'autrice de Full Metal Alchemist. En fait, c'est son petit avatar ici.
si jamais vous découvrez ça dans cette vidéo, parce que j'en parle beaucoup, parce que je récupère les tomes au compte-gouttes pour le moment, il m'en manque toujours un, même s'ils ont été réimprimés. Donc c'est des petites histoires hein, en 4 cases, des petits gags manga, qu'elle fait quand elle a le temps, pour s'amuser, pour passer le temps. C'est pour ça que le manga n'est pas prêt de se finir à mon avis. Mais qui raconte sa jeunesse sur l'île de Kaido et sa vie à la campagne, puisqu'elle est issue du milieu paysan. Hop là. Encore transition, je le fais même pas exprès. Donc le tome 7 de Tsugai d'Hiromu Arakawa. Manga qui a fait parler de lui quand il est sorti, évidemment. Et puis, plus personne n'y en parle. Chose que je ne comprends pas. Parce que le manga est excellent. Il est vraiment bon. Il amène pas mal de choses. C'est vrai que si vous jugez juste un tome 1, évidemment, c'est compliqué. On nous met plein de choses en place, on doit prendre le temps, on essaie de nous donner envie en nous montrant quelques secrets, quelques trucs intéressants. Mais il faut laisser le temps à un manga de se développer. On ne peut pas juger un manga sur 1 ou 2 tomes. Enfin, la puissance d'un Full Metal Alchemist, c'est quand même son final, où, sur les 2 derniers tomes, on vous donne les dernières pièces du puzzle manquantes, on remet tout dans l'ordre, on regarde comment ça se passe, et là on est « Waouh, mais c'est quoi cette dinguerie ?» Voilà, Hiromu Arakawa a prouvé qu'elle sait faire des très bons récits. Donc, ne boudez pas celui-ci, laissez-lui sa chance, allez loin. L'univers qu'elle a encore réussi à créer, le principe avec donc des Tsugai, c'est-à-dire que c'est des entités invoquées qui ont chacun la part et qui marchent par paire. Donc lui, bah, il a 2 katanas, mais il y en a qui ont le yin et le yang, des trucs comme ça. C'est vraiment très bien amené. C'est original. Il y a une grosse intrigue qui se met en place avec des jeux de pouvoir et tout ça. Donc il y a aussi, on retrouve encore ce côté un peu politique de Full Metal Alchemist. Donc si vous êtes fan, franchement, je ne comprends pas que vous n'y allez pas. Je ne comprends pas que personne n'en parle. Parce que c'est vraiment très beau. Et on va se quitter sur le dernier tome de la pile avec le tome 25 de En scène de QI. Donc manga sur la danse classique, sur le ballet, tout ça, qui est en fait devenu très proche de l'actualité puisque ce tome-ci est consacré en fait au Covid. Et c'est vrai que ça commence à faire un peu date puisque c'est quand même un peu 5 ans maintenant. Mais c'est quand même une période très importante qui a marqué les esprits, et c'est normal qu'on voit ça de plus en plus apparaître dans les mangas. Et là, c'est le manga idéal, malheureusement, pour en parler, puisque les danseurs classiques sont des artistes, et qu'à l'époque, on nous a dit gentiment que les artistes, c'était des gens qui n'étaient pas utiles au bien-être de la civilisation, donc qui ont été un peu oubliés et qui en ont souffert. Et là, on est complètement là-dedans. On va donc suivre des jeunes gens, en plus, qui s'entraînent pour devenir des artistes reconnus mondialement, et à qui on va dire, voilà, maintenant, du jour au lendemain, tu rentres chez toi, tu t'enfermes entre 4 murs et tu ne fais plus rien. C'est-à-dire que, ne serait-ce que ce passé d'entraînement, pour des danseurs de haut niveau, c'est déjà quelque chose de compliqué. Alors, en plus, quand tu es en formation et tout ça, plus les professionnels à qui on dit non, toutes les représentations sont annulées jusqu'à nouvel ordre, perte de revenus et tout ça, c'était vraiment une période excessivement difficile pour eux, et je trouve que l'autrice a bien réussi à le remettre dans ce tome-ci, et à mon avis, dans les tomes qui vont suivre aussi. Voilà. J'espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, que vous avez vu des choses qui vous ont intéressé ou au moins intrigué. Je vous rappelle, pour moi, le point important, c'est l'offre à durée limitée de Shigeru Mizuki, la trilogie du Kappa, 35 €. Ce serait dommage de ne pas aller là-dessus. C'est vraiment des belles pièces. Et c'est un très bon auteur, même si, voilà, c'est un auteur ancien. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et surtout, dites-moi vous ce que vous avez acheté en commentaire, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, ou si vous allez suivre mon conseil et craquer pour du Mizuki, ça me ferait beaucoup plaisir, surtout si vous me dites
ben, j'ai suivi ton conseil, je l'ai lu et j'ai adoré. Là, ce serait le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.